Si le feu et l'eau n'existaient pas, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Pourtant, ces deux éléments peuvent aussi vous tuer en un rien de temps. Vous l'avez peut-être compris, mes chers gobies de feu, on va opposer la noyade à la brûlade. Ah ouais, t'es comme ça, Chris. Carrément, t'inventes des mots. Écoute-moi, Edgar, et écoute-moi bien, j'invente ce que je veux comme mot. T'as bien compris? Allez vous faire foutre, moi je fais ce que je veux. De toute façon, je pense que tout le monde a capté ce que je voulais dire. Et heureusement, j'ai mes deux cobayes pour l'expérience. Salut les gars. En parlant du loup, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous offre des vacances au chaud ou à la mer, vous avez le choix. Parfait, je crois qu'ils ont choisi leur destin comme des grands. Eh bien, on verra justement qui va souffrir le plus, parce que il y a un peu un décès à la clé, hein. Je vous cache pas que ça va sentir un peu la grillade. Et je me disais aussi, il y a une odeur épouvantable dans cette maison. Eh bien, entre mourir noyé et mourir brûlé, il semblerait que pour vous, l'option la pire soit celle où on crame. Eh bien, on va vérifier ça ensemble. Mourir noyé ou mourir brûlé, c'est quoi le pire ? Alors comme promis, j'envoie mes petits cobayes en vacances, enfin plus ou moins quoi. Balthazar est téléporté en plein milieu de l'océan quoi quand même. Et il est tout seul et sans aucune affaire. De son côté, Gustave lui est téléporté tout en haut d'un grand hôtel de luxe qui est en feu. Voilà, histoire de le mettre dans une situation d'incendie qui pourrait arriver à n'importe qui. C'est vrai qu'on passe tout notre temps dans les hôtels 5 étoiles, Chris. Non mais écoute, Ariane, ce que je veux dire, c'est que les gens sont souvent dans des bâtiments quand il y a le feu. Ils se retrouvent donc piégés par les flammes sans pouvoir descendre. Voilà, c'est des choses qui arrivent, hein, hélas. Ah ouais, moi, ma hantise, c'est vraiment de pioncer au moment où ça commence à cramer. Justement, malheureusement, Ariane, c'est souvent ce qui se passe. En vrai, au moins Gustave a ce petit avantage. Lui, il est réveillé et donc il sent la fumée. Et justement, l'odeur, généralement, c'est le premier truc qu'on remarque dans un incendie. Et ça, c'est ce que dit par exemple Amélie dans son témoignage. Vers 2h du matin, je me suis levée pour aller chercher à boire. Dans le couloir, j'ai senti une odeur de cramé et une chaleur étrange qui me piquait les yeux. C'était bizarre, mais j'ai pas capté tout de suite. Par contre, en arrivant à la cuisine, là j'ai vu plein de fumée qui s'échappait. Et puis surtout, il y avait le bruit du feu. C'est pas aussi impressionnant que ce que j'aurais imaginé pour un incendie, mais un bruit sourd et menaçant. Comme un feu de cheminée, mais puissance 10 et en continu. Et là, attention, parce que dès le départ, le temps est déjà compté, car les fumées sont très dangereuses. En fait, d'après Santé publique France, une simple exposition aux fumées en intérieur, mais moins de 5 minutes, ça peut déjà vous donner un handicap à vie. Et notamment, je pense à de l'asthme, des problèmes aux reins, au foie, au cœur ou même aux poumons. Regardez, par exemple, là, simplement, au bout de quelques secondes, Gustave se met déjà à tousser comme un phoque. Après, si on veut être plus précis, dans la fumée, c'est le monoxyde de carbone qui est dangereux. En fait, c'est ce petit gaz invisible, sans odeur, toxique et potentiellement mortel. Faudrait peut-être que je remette des piles dans mon détecteur de fumée, moi. Mon cher Ulysse, c'est à toi de voir si ta vie vaut plus cher qu'une pile. Oh, il doit pas valoir plus de 2 piles à mon avis. T'es méchant, moi j'aurais dit au moins 4 piles. Écoutez, vous ferez vos pronostics plus tard. Pour l'instant, j'ai un Gustave sur le feu. On fait quoi là? C'est vrai, c'est une bonne question ça. À part tousser, Gustave a aussi du mal à respirer et ses poumons sont irrités. La température augmente vite. Et là, il a l'impression même d'être dans un four. Il transpire, tu m'étonnes. Ses yeux piquent, il a un peu la tête qui tourne. Autant dire que, en ce moment, il paierait cher pour être à la place de Balthazar. Alors, comme on a vu, notre cher Balthazar est perdu en pleine mer. Et il a pas de bouée, il n'y a aucune terre ferme pour l'aider, il a juste ses bras et ses jambes pour nager. En fait, la seule chose qu'il a, ce sont ses poumons. Et vu qu'ils sont remplis d'air, ça fait comme une sorte de bouée qui l'aide à flotter, quoi, mine de rien. Donc pour l'instant, il n'a pas commencé à se noyer. En fait, en moyenne, on peut tenir 4 heures en faisant du surplace, dans l'eau. Et jusqu'à 8 heures pour les nageurs expérimentés. C'est quand même pas rien, quoi. Ça fait beaucoup. Mais en vrai, après plusieurs heures dans l'eau, Balthazar commence à s'épuiser et à vraiment stresser. Et en fait, là, c'est l'étape de l'aquastress, qui est une réaction instinctive de corps. En gros, Balthazar panique, il agite les bras dans l'eau, ses mouvements sont désordonnés, et du coup, il s'enfonce. Et puis, plus le temps passe, et plus il se met à boire la tasse, de plus en plus souvent. Et le stress le rend alors incapable d'appeler à l'aide. En même temps, là, il n'y a vraiment personne. Presque personne. Enfin, considérant qu'il est tout seul, quoi, parce que... il est mal barré, si son corps réagit comme ça. Ouais, Ariane, je sais, mais bon, tu sais, en même temps, c'est à cause de ce réflexe qui fait qu'on s'agite dans tous les sens comme des demeurés. Beaucoup de personnes se noient à la plage ou même à la piscine. En fait, s'il y a des gens qui voient ça, ils pensent que la victime est en train de jouer dans l'eau. Et donc, ils ne voient pas qu'elle est en train de se noyer. Vraiment, elle s'amuse comme une petite folle, quoi. Et puis, ils continuent à boire leur mojito. On en est là, quoi. C'est de la tristesse, quoi, finalement. C'est de la souffrance, c'est de la désolation. Et finalement, Balthazar n'a plus la force de garder la tête hors de l'eau. Il prend alors sa dernière respiration et il coule pour de bon. Attends un peu, monsieur Comte. Il me semble que le corps humain peut flotter, non? Alors, c'est pas aussi simple que ça. Parce que en effet, le corps humain est moins dense que l'eau, donc en théorie, il peut flotter, quoi. C'est comme un bout de bois. Parce que ça flotte. Mais en vrai, ça varie selon la quantité de graisse et de muscles. Et donc, les hommes flottent moins bien que les femmes, parce que leur centre de gravité est plus bas. Tout le monde peut flotter, mais pas n'importe comment. Il y a plusieurs astuces, en fait, qui permettent d'optimiser la capacité du corps à flotter. Et je dis ça alors que Balthazar est vraiment en train de couler en ce moment. Et d'ailleurs, pas de chance pour lui, mais il connaissait pas ces techniques. Et donc là, vous voyez, il s'enfonce lentement dans l'eau, et mon petit doigt me dit que, ouais, c'est le début de la noyade. Alors bon, pour l'instant, son corps réagit avec le réflexe d'immersion, quoi. Il retient sa respiration, son cœur bat un peu moins vite, et ses vaisseaux
vaisseau sanguin se contracte. Et donc ça permet de rester plus longtemps sous l'eau sans respirer. Et ce réflexe, vous pouvez l'activer super facilement. Il suffit juste d'avoir la tête dans l'eau. D'ailleurs, c'est très utile quand on veut faire des concours d'apnée. Mais plus les secondes passent et plus Balthazar a du mal à rester en apnée. Bref, ça commence vraiment mal pour nos deux cobayes et c'est même sur le point de s'accélérer. Et bien voilà, ça fait que 2 minutes que Gustave est au dernier étage de l'hôtel qui est en train de cramer. Et là, ça y est, le feu arrive déjà jusqu'à lui. Alors il aimerait bien se jeter dans le vide pour avoir une mort plus rapide, mais trop tard. Il est encerclé par les flammes qui se rapprochent très vite de lui. De toute façon, il aurait jamais eu le cran de sauter du dernier étage. Tu juges un peu trop vite, Ulysse. Dans les immeubles et les maisons en feu, bien en fait, il arrive très souvent que les gens sautent. Et en vrai, quand c'est pas trop haut, ils survivent à leurs blessures. De toute façon, c'est ça ou cramer vivant. Et on va voir que cramer, c'est pas ouf. Pour Gustave, c'est différent. Là, en fait, il a pas le choix de mourir brûlé par les flammes. Elle se rapproche de plus en plus. Et comme la pièce est fermée, la température peut vite monter et dépasser les 100 degrés. Et là, c'est parti pour une grillade. Si je peux me permettre, évidemment, Gustave. Gustave, il n'a pas le sens de l'humour, celui-là. Le rabat-joie, celui-là. Gustave, là, commence à suffoquer. Il arrive à peine à rester debout. Et en fait, c'est à cause du monoxyde de carbone qui l'empoisonne. Ce gaz-là, c'est un petit vicieux. Il vole la place de l'oxygène dans le sang. Donc tout son corps, Gustave, commence à tomber en panne. Un peu comme quand on met le mauvais carburant dans une voiture. Voilà, c'est un peu le même genre de problème, quoi. La voiture a du mal à avancer, quoi. Et donc les gens s'évanouissent, puis meurent en à peine quelques minutes, sans vraiment s'en rendre compte. Et résultat, c'est l'une des premières causes de mortalité dans un incendie. Mais Gustave, lui, il n'a pas cette chance de mourir aussi vite. Et là, je préfère vous prévenir, mais ça devient un petit peu gore, quoi. En fait, la température d'un feu, c'est à peu près 1200 degrés. Alors quand les premières flammes touchent les pieds de Gustave, ça chatouille un peu, quoi. Ses nerfs sont stimulés, mais à vif. Et du coup, sa chair commence à cuire comme dans un barbecue. En fait, ce phénomène augmente même la sensibilité et la douleur de la peau, et donc il douille encore plus. Ses chaussures et ses habits commencent même à brûler et à fondre sur sa peau. Et puis, ça remonte petit à petit. Comment on a pu brûler des gens au Moyen-Âge? C'est inhumain. Bien, c'est tout le principe, Ariane, c'est peut-être pour ces raisons-là. Et en fait, la mort par le feu était réservée aux pires criminels, parce que c'était considéré justement comme la mort la plus humiliante et la plus douloureuse possible. Après, est-ce qu'ils avaient raison? Est-ce que la noyade n'est pas très bien aussi? On le découvrira plus tard. Typiquement, les nobles, eux, ils étaient décapités pour qu'ils ne souffrent pas. Et justement, en parlant de souffrance, allons voir ce bon Balthazar. Alors en fait, de son côté, ça fait seulement 1 minute qu'il est sous l'eau. Et là, il est toujours en apnée, mais il commence à avoir du mal à retenir sa respiration. Alors pour l'instant, il ne se noie pas littéralement encore. Et la définition exacte de la noyade, c'est une asphyxie par inondation des voies respiratoires. Et du coup, on peut se noyer avec un autre liquide que de l'eau, quoi. Dans du jus de pomme, par exemple, monsieur Comte? Ça doit être sacrément plus agréable. Toujours de la nourriture, Ulysse, on se refait pas. Bref, en attendant, après 1 minute d'apnée, la quantité d'oxygène dans le sang de Balthazar diminue. À l'inverse, le CO2 s'accumule et c'est ça qui donne la sensation d'étouffer. Et là, c'est la deuxième étape de la noyade. On parle alors de la petite hypoxie. Là, notre cher Balthazar est toujours conscient et d'ailleurs, il atteint quand même un niveau de panique assez extrême. Et sans faire exprès, il commence à avaler. Et il se met à inspirer des petites quantités d'eau. Le danger ici, c'est que son corps tousse pour expulser cette eau. Et si ça arrive, Balthazar va gaspiller ses derniers stocks d'oxygène et avaler alors encore plus d'eau. Merde, faut qu'on le sorte de là, il est en train de se noyer. D'ailleurs, petite anecdote, mais que ce soit de l'eau de mer, donc salée, ou alors de l'eau douce, par exemple de votre bain, c'est la même chose. Mais si on a choisi volontairement de mettre Balthazar au milieu de l'océan, déjà c'est pour lui laisser aucune chance, et aussi pour faire un petit coucou à tous les thalassophobes qui regardent cette vidéo, que je salue chaleureusement. Parce que regardez cette illustration, vous voyez Balthazar là, et vous voyez qu'est-ce qu'il y a en dessous de lui. Vous voyez ce vide gigantesque, ces kilomètres d'eau, de ténèbres, voilà. Mais en réalité, la plupart des noyades arrivent dans des lieux beaucoup plus anodins. D'ailleurs, beaucoup d'enfants se noient aussi dans des piscines, chez eux ou même chez les voisins. Comme par exemple ce gamin qui a eu beaucoup de chance. En fait, en réalité, on peut se noyer même avec une petite quantité d'eau dans les poumons. Quelques gouttes suffisent pour déclencher les spasmes, et en vrai ces spasmes ils sont censés bloquer nos voies respiratoires pour les protéger. Sauf que dans l'eau, ça sert à rien. Pour l'instant, c'est Gustave qui souffre le plus, même si nos deux cobayes prennent cher. Mais on va voir si ça s'inverse à la prochaine étape. Alors du côté de Gustave, 5 minutes après l'incendie, cette fois, désolé, mais tout son corps est devenu une sorte de gros brasero, quoi. Impeccable. Y a plus qu'à ajouter quelques épices et ça fera une belle merguez. Ulysse, même si c'est cuit, ça reste du cannibalisme, ok? Essaie d'avoir un peu d'empathie quand même pour lui, c'est fou, quoi. Tu n'as donc pas de cœur?
Surtout que là, tu vois, il est en train d'atteindre son pic de souffrance en passant un nouveau cap de brûlure. En fait, d'après les pompiers, il existe une vraie différence selon le niveau de brûlure des victimes. Ça peut paraître fou, mais écoutez bien. Mon père est pompier. Il m'a souvent dit que tous les blessés veulent être aidés et sont coopératifs, mais que les grands brûlés sont les seuls à supplier les équipes de secours de les achever. Je pense qu'aucune mort ne peut être pire que celle de l'immolation. Ce qui laisse quand même penser que leur souffrance doit être vraiment inimaginable. Pour eux, il est déjà trop tard. Et là, Gustave n'arrive même plus à tenir debout et il tombe entièrement dans les flammes. Là, on peut vraiment dire qu'il est tout feu, tout flamme. Alors ouais, mais attention, il n'est pas encore mort. En fait, il est même toujours conscient. Et bizarrement, sa douleur commence à disparaître. Il ressent plus grand-chose. Et pour vous expliquer ça, je laisse la parole à Olivier Ferrand, qui est l'un des hommes les plus brûlés au monde, à près de 97%. J'étais en camping sauvage avec mon père. C'est une lampe à gaz qui s'est renversée, qui a fait prendre feu à la tente et qui a déclenché un incendie. On atteint un tel niveau en fait de douleur que le système nerveux il pète les plombs instantanément. Ce qui fait que moi je me suis pas réveillé en fait. Il a fallu qu'on vienne me réveiller et que derrière, on m'emmène dans une voiture pour aller jusqu'au secours. Alors du côté de Gustave, très probablement il doit atteindre les 100% de brûlure et au 3e degré. Et si les pompiers arrivaient maintenant pour le sauver, il n'aurait pratiquement aucune chance de survie. Du coup, Olivier Ferrand, lui, est clairement un miraculé. Et d'ailleurs, comme Gustave, aujourd'hui, il ne ressent plus grand-chose. En fait, la douleur est tellement intense que le cerveau ne sait même plus comment la gérer. Et en vrai, le feu a aussi cramé toutes ses terminaisons nerveuses. En fait, tous les nerfs qui permettent de ressentir sensation, la douleur. S'il n'y en a plus, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de sensation aussi. Et entre ça et les fumées toxiques, Gustave est clairement en train de perdre connaissance et je pense qu'on pourrait vraiment Regarde, quelqu'un vient le sauver. Ah, c'est d'argent. Il est venu sauver Gustave. Ah, bah non, en fait. Il est juste venu récupérer le tableau qui doit valoir assez cher. Mais bon, en tout cas, ça y est, Gustave est tombé dans les pommes. Bon, après, en réalité, dans la majorité des cas, la fumée toxique arrive bien avant les flammes. Donc, les gens sont camés avant d'être carbonisés, quoi. Donc, en fait, elle ne souffre pas. Et c'est vrai que Gustave manque cruellement d'oxygène. Il reste une dernière étape qui va le tuer d'une façon bien différente. Mais avant ça, on doit rendre visite à Balthazar. N'oubliez pas que la majorité des gens peuvent retenir leur respiration sans trop de problèmes jusqu'à 2 minutes. Après, tout dépend du niveau d'entraînement et puis du contexte. Par exemple, le record du monde est à plus de 11 minutes d'apnée statique, donc sans bouger et sous l'eau. Et là, concernant Balthazar, en fait, il a déjà passé des heures dans l'eau, froide donc, avant de se noyer. Et lui, après 3 minutes sans respirer, là, ça y est, il entre dans l'étape suivante de la noyade, la grande hypoxie. En fait, à ce stade, il perd lentement connaissance à cause du manque d'oxygène qui s'intensifie. Là, il est complètement épuisé, il a déjà avalé pas mal d'eau dans ses poumons. Et le manque d'oxygène affecte aussi maintenant son cerveau. Et du coup, il se met à voir flou, il est plus capable de bouger, il commence même à convulser. Si là, maintenant, il était sauvé, il pourrait s'en sortir, mais il aurait des séquelles. Par exemple, des difficultés à parler ou même à bouger, selon les zones touchées du cerveau. Après, petit cheat code quand même, parce que notre corps est quand même bien foutu, il peut aussi se mettre en hypothermie, c'est-à-dire se mettre à fonctionner au ralenti. Ouais, une sorte d'hibernation, mais en moins bien, quoi. Oui, en quelque sorte, quoi. Mais en vrai, ce mécanisme de survie a pu sauver la vie à 2 adolescents en France et en Italie, parce qu'ils sont restés près de 40 minutes sous une eau très très froide. Pourtant, ils sont revenus à la vie. Par contre, même grâce à l'hypothermie, ils ont quand même eu des séquelles. En tout cas, on n'est pas là pour ça, parce que de toute façon, Balthazar, lui, il n'a pas l'hypothermie. De son côté, il se sent partir, et il abandonne. Il lâche alors prise, et il se sent alors plus détendu, il devient plus zen. Un peu comme Gustave, finalement. L'explication, c'est que le manque d'oxygène peut rendre euphorique. Bon, après, là, vous voyez, du coup, les étapes sont un peu lentes, ça prend du temps, machin, où il finit par se noyer. Mais il existe des cas où tu peux brûler les étapes, sans mauvais jeu de mots, notamment avec l'hydrocution. Donc, c'est-à-dire quand vous sautez dans l'eau qui est très froide et que vous êtes trop chaud, vous. Et donc, ça fait un choc thermique et ça déclenche un malaise vagal. Et donc, en gros, tu t'évanouis et puis pouf, tu te noies. Bon, en tout cas, du côté de Balthazar, il finit lui également par perdre connaissance. Et à partir de là, c'est fini pour lui. Les spasmes s'arrêtent, le réflexe respiratoire reprend le relais. Et donc ça, c'est le mécanisme qui force le corps à respirer quand l'asphyxie devient trop vénère. Sous l'eau, ce réflexe, ça nous fait avaler toute l'eau dans nos poumons. Et donc à partir de là, c'est fini. Là, pour lui, du coup, ce qu'il est en train d'expérimenter, probablement, c'est comme une sorte d'endormissement. Bon, en tout cas, bref, nos 2 cobayes sont finalement au même stade, évanouis et aux portes de la mort. Mais il leur reste une dernière étape avant que tout soit terminé. Alors ça fait 10 minutes que Gustave de son côté est passé en mode poulet braisé. Et pour l'instant, il est toujours en vie et toujours inconscient. Tant mieux pour lui. Mais son corps continue de cramer et là, Gustave est atteint d'hypovolémie. En fait, c'est un terme médical qui est très spécifique et qui veut dire que le cobaye se vide de ses fluides. Et ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, le corps envoie du plasma pour essayer de soigner les brûlures. Visiblement, c'est pas le bon moment. La peau devient alors moins étanche pour laisser passer le plasma. Sauf que la peau brûle encore, alors le plasma, il fuit et il s'évapore en continu. Mais ensuite,
Ensuite, la chaleur des flammes dilate tellement les vaisseaux sanguins sous la peau qu'ils finissent par lâcher. Et Gustave entre alors là du coup dans une décomposition thermique. C'est moi ou c'est juste une façon un peu intello de dire qu'il crame comme un cochon grillé? C'est un peu l'idée, hein. De toute façon, on n'est pas là pour enfiler des perles à un moment. Le feu détruit les molécules de son corps. Gustave se vide alors de son sang et son cœur qui bat toujours galère de plus en plus. Et là, ça arrive au bout de 10 minutes environ, et ça peut être beaucoup plus long ou plus rapide, hein, bien sûr, selon la météo, le type de matériaux qui brûle, la composition des lieux, enfin voilà, tout ça, ça joue. D'ailleurs, pour l'anecdote, au Moyen-Âge, il existait plusieurs types de bûchers. Par exemple, la variante cabane de paille. Les condamnés étaient alors enfermés à l'intérieur d'une sorte de hutte de bois ou de paille. Et là, dans cet espace fermé, la fumée et la chaleur se répandaient plus vite, donc la mort arrivait plus vite. Après, sur les bûchers classiques qu'on a l'habitude de voir dans les films et compagnie, en fait, les gens mouraient plutôt asphyxiés avant que le feu ne les atteigne. Donc, en fait, ils souffraient pas tant que ça. Il amène au bûcher pour purifier son âme de loup-garou. Sauf qu'en vrai, au Moyen-Âge, c'est pas trop ce genre de bûcher-là qui était le plus utilisé. Les plus courants, c'était les gens qui étaient enfoncés dans le bois jusqu'à la moitié du corps. Mais c'est horrible! Ils avaient carrément le temps de cramer avant de clamser! Tu cogites bien. Et là, on raconte même que parfois, le supplice pouvait durer des heures. Par exemple, typiquement, si le vent détournait les flammes, ça ralentissait. Si la pluie se mettait à tomber, ça ralentissait aussi. Mais tu finissais toujours par brûler complètement. Mais bon, en tout cas, du côté de Gustave, là, son cœur s'arrête finalement de battre. Et là, Gustave est officiellement mort brûlé, mais son corps continue encore à se consumer. Et ça, c'est tout l'inverse de ce cher professeur Ball. Parce que de son côté, ça fait 5 minutes qu'il est sous l'eau et qu'il ne respire plus. Pour rappel, il venait de s'évanouir. Et maintenant, ses poumons se remplissent d'eau. Et l'eau, il se trouve qu'elle détruit les alvéoles pulmonaires, l'intérieur des poumons, quoi. Et du coup, au début de la noyade, son cœur s'était mis à battre plus vite, alors que là, c'est tout l'inverse, il se met à ralentir. Lui, il est passé à 64, là. Donc, il est en train de plonger complètement. J'ai jamais été aussi bas. Mais étonnamment, il continue de battre, alors que Balthazar était évanoui, complètement rempli d'eau. Et en vrai, la mort peut mettre un peu plus de temps à arriver, surtout en cas de noyade en eau froide. Et c'est pour un peu les mêmes raisons que l'hypothermie dont j'avais parlé tout à l'heure, quoi. En fait, l'eau froide ralentit le fonctionnement du corps, donc il tient un peu plus longtemps. Et au milieu de l'océan, l'eau doit pas être très chaude. Exactement, c'est pour ça qu'il a quand même tenu 5 minutes, mais la fin est proche. Donc sans oxygène, tous ses organes finissent par être en détresse, et au final, son cœur s'arrête de battre. Sauf que, petite spécificité, mais Balthazar n'est pas encore considéré comme mort. Il reste le dernier stade de la noyade qu'on appelle l'anoxie. En gros, là, il est plus conscient, il respire plus, il montre pas non plus de signes d'activité cardiaque, mais pendant encore quelques minutes, il pourrait être réanimé et ramené à la vie. Ouais, super, ce serait un beau légume dans le coma. Très clairement, là, s'il survivait et qu'il était ramené à la vie, il serait dans le coma, quoi. Mais bon, en tout cas, vous l'avez vu, la noyade, c'est pas si rapide que ça, quoi. Et en général, elle dure entre 2 et 8 minutes. En plus du temps avant à se débattre dans l'eau, où les gens y pensent. Il a l'air de s'amuser, quoi. Donc vous avez quand même le temps de morfler physiquement et mentalement, quoi. Et de bien paniquer. Et surtout, sous l'eau, un peu comme dans l'espace, personne ne vous entend crier. À part les baleines. Non, Ariane, les baleines n'entendent pas tes cris. Après quelques instants, Balthazar est officiellement mort. Et comme vous vous en doutez, maintenant qu'il est plus lourd que l'eau, son corps descend alors dans les profondeurs, très très loin sous la surface, où il finira alors par tomber, probablement dans les abysses, oublié de tous. Attends Chris, d'après mes sources, le corps peut remonter à la surface avec certains gaz. Ah Edgar, tu casses tout là. Écoute, il va dans les abysses et il crève au fond, ok? Mais toi, quand tu te décides, c'est radical. Bref, d'un côté, on a un tas de cendres, une odeur pas ouf, et de l'autre côté, un corps blanchâtre qui a coulé. T'es vraiment sûr qu'il va pas flotter? Edgar, arrête de m'interrompre, s'il te plaît. Bon, en tout cas, je pense que vous avez deviné quelle mort était la pire. Balthazar a bien morflé, la noyade, c'est clairement une mort horrible, mais c'est rien comparé à ce qu'a enduré Gustave en brûlant. C'est pas pour rien qu'en vrai, au Moyen-Âge, ils brûlaient les gens et ils les noyaient pas, quoi. Les gars étaient imaginatifs, et surtout, ils allaient dans l'efficacité. Bien sûr, il ne faut pas mourir en étant asphyxié en amont, sinon, on perd tout le charme, en fait, d'être carbonisé vivant, quoi. Je propose qu'on les ramène à la vie parce que du coup, ils n'ont pas mérité ça, quoi. Hein? Et bien voilà la poiscaille du coup, j'en profite pour faire un petit disclaimer, mais si vous avez des idées noires en ce moment, eh bien n'hésitez pas à vous faire aider. Je sais que ça peut casser un peu l'ambiance, mais sur toute la masse de gens qui voient les vidéos, il y en a toujours forcément, donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Bon en tout cas j'espère que cette vidéo du coup où on a confronté la noyade et puis la brûlade vous aura intéressé. C'était un plaisir à tourner, j'espère que Ariane, Edgar, Ulysse se sont bien amusés également, enfin si on peut dire. Ouais, c'était cool. Carrément. Ne parlez pas tous en même temps, on comprend rien. Et sur ce, nous on se dit à la prochaine vidéo. Je mettrai ma main au feu que c'était leur pire expérience. En parlant de main, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu.